Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous, il est 18h, nous sommes ensemble pendant une trentaine de minutes pour parler politique sur Sensation Yvelines. Cette semaine, nous recevons des jeunes militants. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Thibaut Marchal, bonsoir. Vous avez 30 ans, vous êtes professeur à Guyancourt et vous êtes militant du Parti de gauche depuis 2009. Vous êtes d'ailleurs secrétaire départemental du Parti de gauche dans les Yvelines. À ce propos, depuis dimanche dernier et la victoire de Syriza en Grèce, on entend beaucoup parler de vous, ou en tout cas de votre parti. Comment faut-il vous nommer extrême gauche, gauche de la gauche, gauche radicale et pourquoi ? Moi je dirais la gauche, tout simplement, parce que on n'est pas... Je pense pas qu'on soit l'extrême gauche, dans le sens où si on est bien un mouvement révolutionnaire, c'est par les urnes. On n'a pas pour ambition de couper la tête des bourgeois capitalistes, même si effectivement on aspire à un grand changement. Et on est tout simplement à l'espace politique que devrait occuper la gauche dans son ensemble et que n'occupe pas le Parti socialiste du gouvernement. Pour nous accompagner également ce soir, Antoine Besse, bonsoir. Bonsoir. Antoine Besse, vous avez 28 ans, vous êtes engagé en politique en 2009. Vous êtes responsable des jeunes UDI des Yvelines, l'UDI qui a un nouveau président depuis novembre dernier, Jean-Christophe Lagarde. Quel regard portez-vous sur ces premières semaines à la tête de votre parti ? Maintenant ça fait, bien quelques semaines. Pour l'instant ça avance plutôt pas mal. L'équipe nationale se met en place, donc tout se passe bien a priori. Avec vous, on parlera des échéances électorales qui se profilent cette année et de la victoire de Syriza en Grèce et ses possibles répercussions en France. Mais tout de suite, c'est le Money Time. L'hebdo politique, le Money Time. Et on commence par le Money Time, une série de questions-réponses rapides. Le but, apprendre à mieux vous connaître, messieurs. C'est parti. D'après une enquête Odoxa, 84% des sondés se disent fiers d'être français. Qu'est-ce qui vous rend, vous, fiers d'être français, Antoine Besse ? Notre culture, notre histoire, sans doute. C'est ce qu'on nous apprend depuis tout petit. Notre langue. Donc voilà, ce qui fait tout simplement notre grandeur, a priori historique. Thibaut Marchal, le PSG est le 5e club le plus riche du monde avec 550 millions d'euros de revenus la saison passée. Y a-t-il trop d'argent dans le foot selon vous ? Oui, c'est sûr. C'est des sommes que le commun des mortels ne mesure même pas. Enfin, c'est plusieurs centaines d'années de SMIC. C'est beaucoup trop. Selon un sondage IFOP, 80% des Français sont favorables à la création d'un nouveau service national. Ils y voient un outil d'intégration. Regrettez-vous, vous, la disparition du service national ? Je le regrette d'autant plus que pour avoir discuté avec nombre de personnes, nombre de jeunes, notamment sur Guyancourt, Trappes, c'est une demande qui existe. Donc oui, même les anciens qui sont passés par là le regrettent. On change complètement de sujet. Dimanche dernier se tenait la 63e édition de Miss Univers du côté de Miami aux États-Unis. Quelle est la nationalité de la nouvelle Miss Univers, le savez-vous ? Elle est d'Amérique du Sud, Colombie, je crois. Colombie, exactement, et elle s'appelle Paulina Vega. La technologie envahit notre quotidien, une tétine thermomètre pour bébé, une ceinture intelligente qui mesure notre tour de taille, une bague qui vibre quand on reçoit un SMS. Ces objets, révolution ou risque d'atteinte à notre vie privée selon vous ? C'est à certainement encadrer dans le temps, mais c'est une révolution, c'est les nouvelles technologies, c'est l'information, la santé. La France notamment est très en avance sur ces questions-là, de nouvelles technologies. La France a été même remerciée, médaillée pour ça, donc je pense qu'il faut continuer. D'après les dernières données de l'INSEE, seulement 20% des Français font leurs courses le dimanche contre 38% en 1974. L'assouplissement du travail dominical est-il une priorité aujourd'hui ? C'est une bêtise. L'assouplissement du travail du dimanche, c'est une bêtise parce que si les Français n'ont pas plus d'argent, ils vont pas plus dépenser le dimanche qu'en semaine. C'est une bêtise parce que ça met en danger les petits commerces et donc ça va renforcer les grands centres commerciaux qui sont éloignés du logement. Donc écologiquement, c'est une bêtise. Les magasins sont ouverts plus de jours, donc dépensent plus d'énergie. Les usagers se déplacent sur les routes et les prix vont augmenter puisqu'il y aura moins de concurrence, puisque les petits commerces n'ont pas la capacité d'être ouverts 7 jours sur 7.
Donc il y a un quasi-monopole des grandes surfaces. Une question encore chacun. Depuis 1986, le Parlement français a voté 14 lois en tout pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Depuis les attentats du début de l'année qui ont fait 17 victimes, faut-il durcir encore la loi ? Moi, j'aimerais qu'on fasse attention, c'était pas mal mis en avant sur le plan national, à l'équilibre, liberté, protection, sécurité. C'est quelque chose de léger, c'est quelque chose qui fait vivre notre démocratie. Enchaîner notre liberté au nom de la sécurité, c'est se tirer une balle dans le pied. La sécurité totale n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Donc se protéger, oui, garder absolument notre liberté. Remplacer des panneaux publicitaires par des arbres, excusez-moi, c'est une première en France et même en Europe. C'est la décision prise par la maire écologiste de Grenoble. Ça a du sens selon vous ? Est-ce que c'est un exemple à suivre ? Oui, l'expérience menée par les écologistes et le parti de gauche à Grenoble est vraiment très intéressante sur plusieurs sujets, sur les transports, mais aussi sur l'espace public de manière générale, qui doit être réapproprié par les habitants. Et l'agression publicitaire est une agression, tout simplement. Et je pense que c'est une très bonne idée. L'hebdo politique sur Sensation. Pour ce premier thème de l'hebdo politique, nous allons aborder la victoire historique de Syriza, le parti de la gauche radicale en Grèce. Je dis historique puisque c'est la première fois qu'un parti de la gauche dirigera un pays de l'Union européenne. Dimanche dernier, Syriza a rassemblé plus de 39% des voix et compte désormais 149 députés sur une assemblée qui en compte 300. Thibaut Marchal, vous, militant du parti de gauche dans les Yvelines, j'imagine que cette victoire doit vous ravir. C'est une très bonne nouvelle que nos amis de Syriza, qui font partie avec nous du parti de la gauche européenne, aient remporté cette victoire. Ils ont quasiment la majorité absolue. C'est un symbole fort du peuple qui en a marre d'être au service d'un système économique. C'est-à-dire que pendant longtemps, on nous a dit il faut faire des efforts. C'est toujours les mêmes qui font les efforts pour sauver un système qui finalement met aujourd'hui la moitié des jeunes grecs au chômage, qui épargnent toujours les mêmes puisque les armateurs ne payent pas d'impôts en Grèce. Donc c'est un système aberrant qui fait souffrir les mêmes, et ils ont enfin décidé de se prononcer. Les leaders de la gauche française, de la gauche radicale française, espèrent, à l'image de Jean-Luc Mélenchon, la même chose en France. Est-ce que vous y croyez, vous aussi, la même chose en France ? Le contexte est toujours différent, on le souhaite. On souhaite que ça traverse toute l'Europe. En France, la dynamique est plus pour le FN. Alors, en France, on n'a pas connu la dictature des généraux qu'a connue la Grèce, donc on n'a pas le même rapport à l'extrême droite, même si l'extrême droite est forte en Grèce. On suit, nous aussi, au parti de gauche Podemos en Espagne, il va aussi y avoir des élections en Espagne dans quelques mois, qui est sur la même dynamique, qui est aussi dans la proximité de notre courant de pensée. Et donc, je pense qu'il y a une prise de conscience quelque part d'une partie de la population qui arrête de baisser les bras, qui a envie de se réinvestir en politique et qui veut dire il y en a marre, ça suffit comme ça. Antoine Besse, quel regard porte-t-on à l'UDI sur cette victoire du parti de la gauche radicale Syriza ? Inquiétude, satisfaction, respect du choix démocratique ? C'est la dernière solution, on n'a pas à avoir d'inquiétude, c'est le choix démocratique qui se fait. Donc on ne critique pas, on ne juge pas, c'est la démocratie qui parle, donc c'est le choix des urnes, très bien. Après, effectivement, l'inquiétude qu'on peut peut-être avoir, c'est sur la gestion qui va être faite des dossiers politiques, économiques. Mais ça, encore, après, c'est une question de vision politique. Mais sur le choix en tant que tel, pas de jugement. Même question. Est-ce que vous croyez que pour la France, la même chose peut arriver, ou alors la dynamique est complètement différente et qu'il n'y a aucun risque que ça arrive en France ? La dynamique est assez différente. Le contexte socio-économique est quand même différent. Alors je sais bien qu'on a tendance à dire qu'on vit en austérité, qu'on souffre comme les Espagnols et les Grecs. Je pense qu'il faut quand même un petit peu raison garder, ne pas tout mélanger. La situation française n'est pas du tout la même. Je sais bien que le FN pousse dans nos beaux territoires un peu comme du lierre. Je ne suis pas sûr que ça continue sur du long terme. Donc voilà, il faut se méfier. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop comparer. Quand François Bayrou, par exemple, leader du MoDem, salue la victoire de Syriza, mais annonce qu'elle prélude à beaucoup de désillusions, vous êtes d'accord avec lui ? Oui, de toute façon, on l'a déjà vu pendant la campagne du parti et de Tsipras.
Son discours s'est adouci petit à petit durant la campagne. Au départ, c'était pour une sortie de l'euro, puis finalement, bon, on va rester dans l'euro. Puis bon, au départ, on allait partir au clash avec la BCE et puis les autres pays. Puis là, bon, non, on va négocier. Donc on sent bien qu'il y a il y a une réelle volonté de renégocier certainement la dette parce que la situation est compliquée. Et encore, franchement, je ne sais pas comment ça va se passer parce qu'on pourra en parler techniquement. Quels sont les créanciers, dans quelle part ça représente pour la dette, parce que vous disiez tout à l'heure, les marchés financiers, l'économie appliquent ces règles aux politiques, sauf que les marchés financiers, c'est 50 milliards sur les 300 milliards de dettes. Donc il ne faut pas non plus tout mélanger. Je ne dis pas que ça n'a pas de poids, mais voilà. Proportionnellement, c'est quand même pas ce qui pèse le plus non plus. Donc, je suis pas d'accord, évidemment. Je pense que aujourd'hui, effectivement, la dette grecque a été rachetée par la Banque Centrale Européenne et par les autres États d'Europe parce qu'ils ont décidé de sauver les banques, parce qu'ils ont décidé de sauver un système qui s'était attaqué à la souveraineté du peuple grec, qui s'était attaqué en spéculant sur la dette grecque, sur la baisse du PIB grec, qui s'était attaqué à nous. Donc, par solidarité, on les a mis, entre guillemets, hors d'atteinte de la spéculation temporairement. Ça veut dire qu'on a accepté que le risque pèse sur nous, mais on est toujours soumis à cette contrainte d'un système fou qui ne cherche pas le bien-être du peuple, mais qui cherche à s'enrichir. Sur ce qu'a dit Antoine Besse à propos du discours qui s'est un peu adouci avec le temps. Là non plus, je suis pas du tout d'accord. Enfin, je suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est l'analyse qu'on en a fait en France qui a changé, c'est-à-dire qu'au départ, on a tenté de les caricaturer pour les discréditer, mais je pense que Tsipras n'a pas changé tant que ça son discours, qu'il a toujours dit qu'il était contre la sortie de l'euro a priori, que ce n'était pas ça qu'il souhaitait. Ce qu'il souhaitait, c'était renégocier la dette grecque, en effacer une partie. Il a dit que si c'était nécessaire, on verrait, mais que c'était lui, son objectif, c'est de rester dans l'Europe. Il l'a toujours dit. Et je pense que, voyant qu'on ne pouvait plus les empêcher de gagner, le Parti socialiste et la droite française ont fini par dire oui, mais finalement, ils se sont adoucis, ils sont plus gentils que ce qu'on avait dit au départ. Oui, c'est eux qui les avaient dépeints comme des grands méchants, et puis voulant aussi calmer les marchés financiers et leurs amis du grand patronat. Voilà. En tout cas, pour que la gauche radicale prenne du poids en France, il faut que le PS en perde, forcément. C'est ce qui s'est passé en Grèce. Le PASOK, le Parti socialiste grec, est passé de 160 députés en 2009 à 13 depuis une semaine. De quel œil voyez-vous le rapprochement entamé en France entre le Front de gauche, les Verts, et puis éventuellement une partie de l'aile gauche du Parti socialiste? C'est du concret, ça, selon vous? C'est du sérieux ou c'est de l'opportunisme? C'est du concret sur une certaine frange du programme politique. C'est pas nouveau, ça fait quand même quelques années maintenant qu'on le dit, qu'on le dépeint, que la polarisation de la vie politique change, évolue. C'est plus simplement entre la gauche et la droite, l'extrême droite et l'extrême gauche. C'est effectivement sur ceux qui sont plutôt libéraux, européens, et puis peut-être les autres plus conservateurs sur les questions de société, mais aussi d'économie. Donc et plus souvent plus souverainistes aussi. Les coupages, il se fait là, et nécessairement sur les questions d'économie. Effectivement, il y a un rapprochement qui se fait là assez naturellement entre le Front de gauche et, sans parler forcément du FN, même Dupont-Aignan, avec Debout la République ou Debout la France, je ne sais plus. Debout la République. Enfin bon, voilà, tous debout. Donc là où il y a un rapprochement qui se fait au niveau du programme, c'est aussi une question d'hommes. Très sincèrement, on va voir, je ne suis pas sûr que ça aboutisse au même résultat en France. Votre avis là-dessus, Thibault Marchal? Est-ce que ce rapprochement entre les forces de la gauche... Nous, c'est ce qu'on essaye de faire depuis la création du Parti de gauche. Quand le Parti de gauche s'est créé, c'était dans l'optique de créer un front de gauche, de refonder la gauche. On avait prédit, sans le souhaiter, parce qu'on en avait besoin du Parti socialiste, mais on avait prédit son effondrement, parce qu'il a renoncé à certains éléments fondateurs de la gauche, qui était le discours de Jaurès, et ils l'ont renié, et encore plus le gouvernement actuel, en disant qu'ils sont pour la politique de l'offre, en libéralisant plusieurs marchés, Bon, c'est une catastrophe, même d'un point de vue non économique, sécuritaire. Manuel Valls au ministère de l'Intérieur puis Premier ministre, c'est exactement la même politique du chiffre que Nicolas Sarkozy. Donc là-dessus, il y a eu une vraie droitisation, on va dire, du gouvernement et d'une partie du Parti socialiste. Donc nous, on a souhaité rassembler toutes les chapelles
si je peux dire, qui existe à gauche. On a toujours eu ce problème de division à gauche. Il y a autant de courants que d'individus, quasiment. Mais donc on œuvre au rassemblement pour les départementales, surtout dans les Yvelines où il n'y a pas beaucoup d'enjeux pour la gauche de la gauche, puisque On en reparlera. voilà, plus tard, dans la suite de on l'émission. essaye de construire un rassemblement. Là où ça peut se faire, comme par exemple à Grenoble, il faut le suivre avec attention. Europe Écologie, plus le Front de gauche, plus des associations locales. Voilà, il faut voir. voir. Souverainiste dans tout ça. Pour revenir justement, Ouais. c'est la question que j'allais vous C'est poser une bonne sur question. Syriza et l'alliance passée un peu avec la droite souverainiste, les Grecs indépendants. C'est un peu paradoxal tout de même. C'est un peu, on va dire grossièrement, comme si Jean-Luc Mélenchon s'alliait avec. Avec Nicolas Dupont-Aignan. Exactement. C'est- Vous en pensez quoi? j'ai Ça un gâche peu la fête un peu. J'ai un peu de mal. Oui, j'avoue que lundi soir, j'avais un peu de mal. Donc, j'ai essayé depuis de lire un petit peu parce que forcément, c'est pas le même contexte, c'est pas le même univers. Nous, c'est vrai qu'en France, on a des institutions de la Ve République qui donnent vraiment une prime majoritaire aux grands partis. Là-bas et dans beaucoup d'autres démocraties européennes, il y a une culture du consensus ou de la coalition pour faire une majorité. Donc là, ils avaient besoin d'un allié puisqu'il leur manquait 2 sièges pour être majoritaire. Ils ont cherché l'allié qui, a eu le même axe fort de campagne, la lutte contre l'austérité. En gauche, à la gauche, en France, ça me paraît pas possible. Antoine Besse, votre avis sur cette alliance, on va dire un petit peu contre nature? Mais contre nature qu'à moitié, encore une fois. C'est là où il faut se méfier et c'est là où l'espérance de mon contradicteur, je ne sais pas combien de temps elle va pouvoir durer. C'est parce que même Dupont-Aignan lui-même ne s'est pas dit farouchement opposer une alliance avec Mélenchon. Ouais. Donc, et de la même façon que Marine Le Pen reconnaît effectivement des points saluer communs. la victoire de Syriza. Non seulement effectivement pour la Grèce, mais même en France, à souligner les points de convergence avec Jean-Luc Mélenchon. Donc encore une fois, l'idée n'est pas Marine de Le faire Pen un a melting pot, un pillé bloc. allègrement dans nos propositions de programme, ça c'est sûr, quand elle a cherché Elle a fait mieux que vous, en tout cas apparemment. sur certains points, elle a aussi meilleure presse. Donc elle a pu faire passer quelques idées de notre programme dans sa démarche de dédiabolisation du Front National. Mais on est incompatible avec un mouvement comme le FN qui condamne les syndicats, par exemple. Ils sont pour la suppression des syndicats ou en tout cas leur retirer beaucoup de leurs prérogatives. Pour nous, c'est inimaginable. Donc voilà, on ne peut pas travailler dans un accord dans ce sens-là. Voilà. Après, je comprends la logique de se dire on est la Grèce mène une expérience unique de lutte contre l'austérité en Europe. Il faut qu'elle soit stable, il faut qu'elle soit forte, et donc elle a besoin de toutes les forces anti-austéritaires à un moment donné pour peser dans la balance contre la Banque Centrale Européenne et contre l'Allemagne. Voilà. Après, je pense que ce sera transitoire. Antoine Besse, est-ce qu'on pourrait imaginer en France l'UDI discuter avec la gauche radicale, le Front de gauche, le Parti de gauche? Et c'est justement la nouvelle opposition qui se constitue aujourd'hui. On peut difficilement allier un parti qui se dit pro-européen. Après, certains disent fédéralistes, disons pro-européen de manière générale, parce que le système actuel ne convient pas non plus. Donc on n'est pas forcément pro-Commission européenne, pro-Juncker, c'est pas la question. Mais entre un parti qui se dit donc plutôt pro-européen, libéral, sur les questions autant de société que d'économie, ce qui fait quand même une grosse différence. Je vois pas comment on peut s'allier avec des partis, que ce soit à droite ou à gauche, qui se disent soit souverainistes sur le plan national, sur le territoire, soit souverainistes sur le plan, conservateurs sur le plan économique. Ça ne va pas, c'est une question de cohérence idéologique. Parlons plus précisément maintenant du programme de Syriza, porté pendant la campagne par son leader Alexis Tsipras. C'est Franck David qui nous en parle. Écoutez. Syriza a été élu sur des promesses, relever le salaire minimum de 580 à 751 €, instaurer un 13e mois pour les retraités qui touchent moins de 700 € par mois, une mesure qui concerne plus d'1 million de Grecs, offrir l'électricité et des coupons alimentaires aux plus démunis, supprimer les taxes jugées injustes, et notamment la taxe sur le fioul domestique, permettre l'accès gratuit aux soins ou encore augmenter le nombre de bénéficiaires de l'assurance chômage. Rééchelonnement ou annulation pure et simple, au-delà des frontières grecques, la priorité du nouveau gouvernement d'Alexis Tsipras, c'est négocier la dette de la Grèce, 320 milliards d'euros, près de 2 fois la richesse du pays.
Alors en France, ce dont on parle le plus, évidemment, c'est la dette de la Grèce. Est-ce que vous pensez, Thibault Marchal, que c'est les créanciers de la Grèce qui doivent se soumettre aux exigences du nouveau gouvernement, ou alors il doit y avoir un compromis entre les deux parties ? Il faut agir dans un cadre républicain, c'est-à-dire qu'il y a des lois, il y a des façons de faire. Donc, il ne s'agit pas de couper la tête des banquiers et de nationaliser de force toutes les banques pour les obliger à prêter au gouvernement grec à taux zéro. C'est pas ça qui est en jeu. Et c'est en ça qu'on n'est pas de l'extrême gauche. Voilà. On est une gauche radicale dans le sens où on estime qu'une partie de la dette n'est pas légitime, à commencer par les intérêts de la dette quand ils ont été portés à 44%. C'est inacceptable de demander à un pays qui sera dans tous les cas un jour dans le temps capable de rembourser sa dette, parce qu'il y aura toujours une population qui travaille. Je veux dire, c'est un territoire qui aura toujours une population qui créera des richesses. Donc, ils peuvent rembourser peut-être sur beaucoup plus de temps que ce qu'on aurait voulu, mais c'est pas comme une famille ou une personne qui est non solvable. Un pays, c'est toujours solvable à long terme. D'accord ? Donc, c'est pas acceptable de leur mettre un taux d'intérêt de 44%. Donc, ce taux d'intérêt, cette charge de la dette, il faut l'annuler, tout simplement, parce qu'elle n'est pas légitime. Après, il y a une partie des créanciers, en plus, qui ont joué avec cette dette, qui ont cherché à en profiter, qui ont attaqué la valeur de la dette grecque. Ceux-là non plus, ils ne sont pas légitimes et ils ne méritent pas d'être remboursés. Mais il y a une partie des créanciers qui sont des institutions amicales, il y a une partie de la dette qui a servi à financer des investissements de structures en Grèce. Celle-ci, elle est légitime et il faut un audit de la dette. Antoine Besse, est-ce que vous pensez que la Grèce va pouvoir insuffler une nouvelle politique économique en Europe ? Est-ce que vous pensez que ces élections vont pouvoir changer profondément la politique économique européenne ? Ça me semble compliqué, mais est-ce que je peux simplement rebondir 2 petites secondes sur ce qui a été dit ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Là encore, je pense qu'il faut quand même être précis. La dette grecque, pour les pays européens, il y a quand même soit ce qu'on appelle les crédits directs des pays, mais là, le taux est à 0. Soit le fonds de stabilité financière, le taux est à 1,5, sachant que c'est le taux sur lequel le fonds... Allez-y, mais on va essayer un maximum de rester, on va dire, le plus simple possible, peut-être. Oui, mais c'est important, parce que c'est ça qui permet de savoir qu'est-ce qui est négociable ou pas. Concrètement, aujourd'hui, c'est négociable ou pas la dette grecque ? Mais il n'y a plus grand-chose à négocier, c'est ça qu'il faut comprendre. Que ce soit par rapport aux pays directement, la France, l'Allemagne, l'Italie, le taux est quasiment à 0. Le FCCE, c'est pareil au niveau européen. La Banque centrale, qui avait des taux élevés, les a non seulement baissés, mais a remboursé à la Grèce. Vulgairement, on parle un peu pour rien. C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes, que la difficulté est réelle, il y a peut-être des choses à faire, peut-être renégocier la dette sur le temps, faut voir. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de spéculation, parce que la spéculation existe. La France en a souffert, l'Europe dans son ensemble en a souffert. C'est la crise des dettes souveraines que tout le monde connaît depuis 2008-2009, donc c'est quelque chose de réel. Mais il ne faut pas tout mélanger, il faut être précis. En ce qui concerne l'Europe, pour l'instant, la Grèce est quand même un peu seule. On peut le regretter, c'est comme ça. Après, il y a des partis qui émergent. Il y a Podemos en Espagne, il y a Pepe Grillo en Italie. En attendant, ils sont quand même à la marge. Donc voilà, la question ne se pose pas trop. Et ce n'est pas uniquement la méchante Allemagne, la méchante Merkel contre les pays du Sud. C'est une question de projection politique. Qu'est-ce qu'on fait concrètement demain pour assurer une stabilité sur l'ensemble du continent qui nous permette d'avancer ? Je vous propose, messieurs, maintenant de faire une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes pour parler de choses beaucoup plus locales et des départementales de mars. De retour dans l'hebdo politique, on va aborder la question des prochaines élections, les départementales. Les élections auront lieu les 22 et 29 mars prochains sur 21 cantons au lieu de 39 auparavant. Je vous rappelle que les départementales remplacent les cantonales et que désormais vous voterez pour un binôme homme-femme. Vos partis respectifs n'ont pas évidemment les mêmes ambitions pour cette élection. Antoine Besse, l'UDI se présente avec l'UMP pour ces élections sous la bannière Ensemble pour les Yvelines. Dans le département, l'UMP, c'est un allié incontournable. Sans lui, rien n'est possible. C'est certainement incontournable, mais c'est une alliance aussi relativement naturelle. Alors je sais bien que dans mon propre parti, il y a des va-t-en-guerre qui veulent une indépendance absolue, un peu comme ce qu'avait fait le MoDem, sauf qu'on voit les résultats que ça donne. Donc là-dessus, je suis quand même... Pardon. Non, allez-y. Je suis beaucoup plus modéré sur cette question-là. Donc oui, c'est une alliance naturelle qui s'est faite par négociation. A priori, on aura une petite dizaine de candidats UDI pour lesquels on espère que cela débouche sur
voilà, sur un poste sur un mandat électif. Donc, Vous êtes satisfait? Jean-Christophe Lagarde était dans les Yvelines il y a 2 semaines. Il était satisfait de l'accord passé, on va dire 2 tiers pour l'UMP, 1 tiers pour l'UDI. Vous aussi, vous êtes satisfait de cet accord-là? faut voir aussi que l'UDI était quand même un parti récent. Donc partir en guerre frontalement en disant on veut 50% des mandats, ça n'a pas de sens. Et puis de toute façon, on n'est pas là pour négocier, vas-y, je te donne 5, tu me donnes 10, ou inversement. C'est de la politique, concrètement, quels sont les hommes et les femmes les plus à même de porter un projet sur le territoire. Donc voilà, si l'alliance a été faite de cette façon-là, il n'y a pas de souci. Pierre Bédier, le président du Conseil général, avait dit dans cette émission son envie d'apporter de la fraîcheur pour ces élections. Vous qui êtes un jeune militant, vous êtes satisfait sur ce point-là? Il y a assez de jeunes? Il y a un renouvellement, puis les nouveaux élus qui ont été portés par les municipales, que ce soit à l'UMP ou à l'UDI, trouvent un écho à la dynamique qu'ils avaient portée pendant ces mois-ci. Donc oui, de ce point de vue-là, et puis la parité fait émerger de nouvelles têtes, des élus locaux, parfois simplement conseillers municipaux ou conseillers ou maires adjoints dans des villes comme Versailles, des femmes comme ça qui du coup ont accès plus facilement à ces mandats-là et c'est extrêmement important. Thibaut Marchal, au sein du Conseil général, il n'y a actuellement que 11 élus de gauche sur 39, dont 7 pour le Parti socialiste. Quelle est la tactique à employer pour, on va dire, entre guillemets, limiter la casse? Faut-il s'allier avec le Parti socialiste aujourd'hui? Alors non. Ça, c'est inacceptable de s'allier avec le Parti socialiste. D'abord parce qu'il est sur la pente descendante. Il y a une dynamique pour le Parti de gauche, pour le Front de gauche aujourd'hui dans le département des Yvelines? Comment dire, les Yvelines sont un département majoritairement depuis très longtemps à droite, donc quand on est de gauche, effectivement, envisager des victoires dans les Yvelines, c'est difficile. Donc on y va déjà en espérant gagner, mais on ne se fait pas d'illusions sur une victoire dans ce département. Ceci dit, l'espace politique est là, c'est-à-dire que les Yvelines, c'est l'un des principaux départements industriels d'Île-de-France et de France, tout simplement. Donc il y a un grand nombre d'ouvriers, il y a aussi des territoires ruraux, il y a une grande diversité de populations et c'est un peu stéréotypé les Yvelines que de dire que c'est un département de droite qui restera à droite pour toujours avec une population qui vote à droite naturellement. C'est pas vrai. D'autant qu'il y a une forte abstention qui progresse, qui continue à progresser malheureusement. L'année dernière, elle a continué à progresser. Il y a une montée du Front National aussi. Il y a la politique menée par le gouvernement socialiste qui dégoûte les électeurs de gauche du vote tout court, du vote à gauche et du vote socialiste. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de ne pas ajouter de la division à la division, d'essayer de soutenir des candidatures de rassemblement de toute la gauche non gouvernementale. C'est-à-dire que dans la moitié des cantons, a priori, on part sur un accord Front de gauche, Europe Écologie Les Verts. C'est eux aujourd'hui les nouveaux alliés du Front de gauche véritablement. En tout cas, c'est la dynamique que souhaite mettre en place Jean-Luc Mélenchon. C'est celle qui va avoir du sens pour... Nous, le parti de gauche, nous sommes historiquement le premier parti éco-socialiste. Donc on a inventé un nouveau courant de pensée qui est encore peu connu, qu'on appelle l'écosocialisme. C'est-à-dire qu'on considère qu'il ne peut pas y avoir de socialisme dans un environnement qui n'est plus viable pour l'être humain. Voilà, donc être socialiste sans être écologiste, c'est impossible. Et être écologiste sans être socialiste, c'est aussi impossible. Donc voilà, pour nous, effectivement, ce sont des alliés à partir du moment où ils ont quitté le gouvernement, où ils se sont abstenus sur les dernières lois budgétaires. Ils ont montré qu'ils s'opposaient à la politique d'austérité. Donc oui, tant qu'ils sont dans cette démarche-là de refus de l'austérité, ils sont nos alliés logiques. Alors je l'ai dit, aujourd'hui il n'y a que 11 élus de gauche au Conseil général des Yvelines. La gauche peut-elle disparaître du département? Écoutez l'avis de Benoît Hamon, ancien ministre et député de la 11e circonscription des Yvelines. On part pour gagner des cantons là, et je dis pas ça comme une figure de style avant une élection. Je pense qu'on a des chances sérieuses de remporter plusieurs cantons, de garder des cantons à gauche. Ça me paraît absolument indispensable en termes de pluralité. Il faut imaginer ce que serait le département des Yvelines s'il n'était dirigé qu'exclusivement par une assemblée 100% UMP ou UDI.
Quel sens cela aurait-il? Où les débats auraient-ils lieu? Comment exiger la transparence dans les décisions? Je me rends cause personne, mais c'est pas sain qu'il n'y ait pas de position démocratique. Il faut se rassembler sur l'essentiel et voter à gauche pour qu'il y ait des conseillers généraux de gauche dans un département dont je rappelle qu'il est en charge de la politique sociale. Si sur la politique sociale, on pense qu'on peut se permettre d'avoir une assemblée 100% UMP, c'est que je commence à prendre un gros risque quand même. Antoine Besse, un conseil général 100% UMP UDI, c'est prendre des risques, vous êtes d'accord avec ça? C'est le choix des électeurs. Moi, je trouve ça assez étrange pour quelqu'un qui se revendique démocrate de dire bah non, il faut encadrer la démocratie parce qu'on ne sait jamais, ça peut être dangereux. Non, c'est la démocratie, de la même façon qu'on a à respecter le choix des Grecs sur leur vote en Grèce. S'il s'avère que les élections départementales amènent une majorité, une totale à l'UMP, à l'UDI, d'ailleurs c'est pas les seuls partis parce que je rappelle qu'il y a aussi des divers droites et des candidats qui ne sont pas encartés, et bah ça sera le choix des électeurs. N'est-ce pas souhaitable tout de même d'avoir une opposition des élus de gauche au sein d'un conseil général? Moi personnellement, effectivement, je trouve que c'est mieux parce que ça crée un débat, ça permet d'amener des idées différentes et de la même façon qu'au sein d'un conseil municipal, c'est bien d'avoir une opposition constructive qui nous dise non, là on estime que vous faites fausse route, on vous propose telle autre idée, pourquoi pas? Après la majorité est là pour trancher, qu'il y ait un débat, effectivement c'est plus sain, mais encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur à porter là-dessus. Thibaut Marchal. Là-dessus, on parlait tout à l'heure des rapprochements éventuels entre la gauche que je représente et l'UDI. Je pense que sur les questions de démocratie, on est assez proche. C'est-à-dire qu'on est plutôt favorable à des modes de proportionnel, à des modes de représentation, d'existence en fait, effectivement, d'une opposition constructive. Donc je pense que... Moi, ils me font rire les socialistes parce que c'est eux qui ont fait cette réforme. Alors, elle a un côté positif, c'est que pour une fois, il va y avoir des femmes. Vous parlez de la réduction du nombre de cantons à réduction 21. du nombre de cantons à 21 au lieu de 39. Mais du coup, avec 42 élus. Avec 42 élus. Alors, c'était homme-femme. censé réduire le budget total en ayant moins d'élus. Dans les Yvelines, on en aura plus. Mais bon, mais au moins, il y aura des femmes. Et puis, ça permet aussi des regroupements et des accords, puisqu'on vote pas tout à fait pour une liste, mais pour des binômes avec des suppléants. Donc, ça permet vraiment de représenter une diversité politique aussi dans des accords entre partis et parfois avec des non-encartés à l'intérieur d'un quartet, d'un quatuor, je ne sais pas comment on dit, d'un ticket candidat. Et puis, donc oui, je pense que c'est souhaitable d'avoir une opposition, mais à partir du moment où on ne met pas en place une proportionnelle, oui, on risque, et que c'est une élection majoritaire à 2 tours, on risque d'avoir une majorité 100% d'un parti ou d'un autre. C'est le choix des électeurs, effectivement. Le Front de gauche, les Verts, peuvent-ils se passer d'un député socialiste comme Benoît Hamon? Vous dites tout à l'heure, impossible de négocier avec les socialistes, il ne faut pas y aller avec eux. Est-ce que vous pouvez vous passer aujourd'hui de quelqu'un comme Benoît Hamon dans le département des Yvelines? Il est encore socialiste, Hamon? En tout cas, officiellement. Benoît Hamon est adhérent du Parti socialiste. Il tient un discours très à gauche. Effectivement, on se rejoint comme avec Marie-Noëlle Lienemann, des discours très proches, sauf que eux, ils croient encore au Parti socialiste. C'est-à-dire que c'est un attachement affectif. Le Parti socialiste a été créé par Jaurès et ils ne veulent pas l'abandonner à Manuel Valls. Ils veulent garder l'outil. Bon, nous, on est triste que cet outil soit un astre mort, mais c'est un constat. Donc on ne veut plus utiliser un outil qui est discrédité aux yeux des électeurs dans le but de faire une politique résolument à gauche. Donc là-dessus, on pense qu'il se trompe. Ceci dit, c'est toujours aussi un socialiste dans le sens où il raisonne en socialiste dans sa stratégie. C'est-à-dire, oui, il veut le rassemblement de toutes les forces de gauche anti-austéritaires et parfois il nous tend la main, mais autour du Parti socialiste. C'est toujours prédominance, c'est vraiment comme si nous étions ses vassaux. Donc il y a un moment donné, ça n'est pas possible. Tant qu'on n'est pas sur un pied d'égalité, comme souvent les journalistes nous demandent, et au deuxième tour, vous appellerez à voter pour les socialistes? Et on leur répond, est-ce que vous posez la question aux socialistes? Est-ce qu'un journaliste a déjà demandé à un socialiste, est-ce qu'au deuxième tour, si le Front de gauche arrive devant, vous vous appellerez à voter pour lui? Non, jamais. Non, ils sont dominants. Antoine Besse, pour revenir sur l'UDI, l'allié naturel, vous l'avez dit, c'est l'UMP pour les départementales. Et pour le futur, sur le plus long terme, c'est qui l'allié de l'UDI selon vous? L'UMP également, l'indépendance totale, le MoDem? Moi, encore une fois, je ne suis pas forcément favorable à une indépendance totale. En politique, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas moi, je pars en guerre avec mon drapeau multicolore en défendant mes idées et à l'assaut
du peuple français. C'est Hénan qui, avec moi, pour défendre tel projet, telle idée, et ensemble, on va porter un projet. Donc ça peut changer en fonction des élections. En tout cas, l'UDI s'est prononcé pour les régionales de décembre pour avoir ses propres têtes de liste. Oui, dans certains cas, si on peut en plus défendre nos idées et favoriser l'émergence d'une majorité large allant du centre droit, du centre tout court à la droite républicaine, ça semble logique. L'idée n'est pas de partir encore une fois en guerre contre l'UMP, c'est de défendre nos idées avec nos valeurs qui évidemment se diffèrent sur certains points de l'UMP, sinon l'UDI n'existerait pas, mais simplement le faire de manière logique et constructive. Si on part au conflit gratuitement, ça n'a strictement aucun sens. Les gens, ça les fatigue. L'idée de guerre partisane, ça les fatigue. Donc voilà, ce qu'ils veulent, c'est un projet. Si sur certains territoires, on les partage, on les gagne ensemble, sur d'autres, et on part diviser parfois un peu plus pour mieux se réunir par la suite. Et puis sur les régionales, on a la chance d'avoir un scrutin proportionnel où effectivement on peut sortir du bipartisme et présenter nos sons de cloche. Donc c'est une bonne chose, je pense, que l'UDI, sur certaines campagnes, se diffère de l'UMP. Enfin, moi, je pense que ça fait vivre le débat politique. Dernière question, messieurs, quels seront vos rôles respectifs pour ces départementales ? Antoine Besse ? Moi, je viendrai soutenir tous les candidats d'EPY, Ensemble pour les Yvelines, sur le territoire yvelinois. EPY, Ensemble pour les Yvelines. Ensemble pour les Yvelines, c'est ça. Donc voilà, je soutiendrai d'autant plus les candidats de mon canton, Olivier Lebrun et Marie-Hélène Aubert, sur le canton de Versailles 2. Donc voilà, mais à part ça, en tant que responsable jeune, je viendrai évidemment soutenir tous nos candidats. Thibaut Marchal ? Alors a priori, je devrais être suppléant sur mon canton, donc d'un rassemblement Europe Écologie Front de Gauche, donc le canton de Montigny et Guyancourt. Et puis, en tant que secrétaire départemental, j'ai mené une partie des négociations avec nos partenaires, que ce soit au sein du Front de Gauche, mais aussi avec Europe Écologie. Et on a discuté aussi avec Nouvelle Donne, on a tendu la main au NPA, on a tendu la main à d'autres formations politiques de gauche. Voilà, je continuerai à aider les camarades à boucler leur candidature et à faire campagne. L'hebdo politique. C'est la fin de cette émission. Merci messieurs, merci Antoine Besse et Thibaut Marchal d'avoir répondu à notre invitation. Vous pouvez retrouver l'hebdo politique en podcast sur radiosensation.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h. D'ici là, bonne fin de week-end et bonne semaine à tous. L'hebdo politique.